Bon. Alors, Silverfast. Bon, ben, j'ai installé la version démonstration de Silverfast pour le scanner qu'on a ici, le 4490, le 4990 de Epson. OK. Donc, Silverfast de Lasersoft Imaging, logiciel un peu plus cher que ViewScan. Et quand vous achetez une version, c'est pour un scanner, en fait. Ils font aussi des versions de Silverfast pour scanner des radiographies, bon, des choses assez particulières quand même. On sauve. Voilà les prix. Donc, une version standard édition de Silverfast 8, 49 €. La version plus à 119 €. La version AI Studio à 299. Version pour les rayons X, 500. On va aller voir, parce que on va aller voir les différentes choses. Si, ça, parce que ça peut toujours être intéressant de faire du HDR. Oui, oui. Parce que tu vas jouer sur la sensibilité, un peu comme quand tu photographies, tu peux jouer sur la sensibilité du capteur et scanner plusieurs fois et combiner, en fait. Et donc, tu auras quand même une image de meilleure qualité en scannant en plusieurs passes et en combinant, même si ton scanner est de bonne qualité. Alors oui, la version plus par rapport à la version standard, elle offre la possibilité de faire la multi-exposition. Donc c'est plusieurs passes justement, mais sans doute générer, à mon avis, un fichier standard. Donc voilà l'explication sur le multi-exposure. Donc c'est pour étendre la plage dynamique du scanner. Donc comme il le montre ici, comme ils le disent ici, double numérisation, en prolongeant le temps d'exposition de la deuxième numérisation. Ce processus capture ainsi, premièrement, les détails lumineux de la zone d'image et les détails de ton foncé pendant la deuxième étape. Donc, c'est un peu le principe du HDR, aller plus loin que les capacités du capteur. Le multi-exposure, exposition multiple. Il y a les outils Kodachrome en plus, certainement les profils de films. Donc les fonctions Kodachrome pour traiter spécifiquement les diapositives Kodachrome, supprimer la dominante bleue. Capturer la gamme dynamique, la plage dynamique des diapositives. Kodachrome. Optimisation auto-adaptative du contraste. Donc voilà les choses en plus dans la version Silverfast 8 Plus. Dans la version AI Studio, en plus de tout ça, on a la possibilité de faire la calibration. Ben voilà pourquoi tu n'as pas eu de mire de Sharp TT8 en fait. Tu as la version SE et c'est seulement dans la version Studio qu'il y a la Sharp TT8 et possibilité de faire la calibration comme on a fait en fait. Hein. Comment? C'est Mode expert, histogramme 16 bits, job manager, c'est quand on veut scanner plein de photos ensemble qu'on met sur le plateau. histogramme 16 bits. Apparemment, c'est seulement dans la version studio, quoi. On peut pas scanner en 16 bits. Version. Si, on peut scanner en 16 bits, mais pas voir l'histogramme en 16 bits, sans doute. Et sur Photoshop, on peut le voir. Oui. Ok. Donc voilà, histogramme en 16 bits. Donc, Silverfast Studio offre un histogramme avancé en 16 bits avec des fonctions experts supplémentaires. Réglage du point noir, blanc, des médiantes, histogramme sur les canaux de couleurs combinés ou séparés,
mode couleur RVB ou CMY, disposition des canaux de couleur de manière additive, séparée ou transparente, élimination des dominantes de couleur, compression de l'espace colorimétrique. Donc voilà l'histogramme expert qui est proposé dans Silverfast iStudio. OK. Et alors, pour traiter les images HDRI, il faut la version Silverfast HDR ou HDR Studio. Donc là, il y a amélioration de la version 8 Plus et AI Studio. Il y a l'amélioration de la capture par la multi-exposition. Mais ce n'est pas encore la version HDR qui va faire un fichier HDR. Donc, Silverfast HDR. Donc, il s'agit en fait de scanner en RAW, vraiment, de récupérer un maximum d'informations dans le fichier 48 bits. Possibilité aussi de lire des données brutes sans que le logiciel soit connecté à un scanner et de retoucher donc des images brutes dans Silverfast HDR. Et puis le HDRI avec donc prise en compte de la couche infrarouge qui va permettre donc de supprimer notamment les griffes et poussières des images. OK. Donc, mon numéro de série qui m'ont livré pour la version de démonstration, juste pour que je puisse tester en fait. Rien. Déverrouiller. OK. Donc, type d'original. Réflexion, transparence. Donc, ici, j'ai mis une charte IT8 donc opaque sur papier photo dans le scanner. Donc, je vais faire un scan à réflexion, positif ou négatif. Dans ce cas-ci, dans le cas d'un original opaque, c'est du positif, forcément. Et le reste est grisé. Type d'image que je veux au final. Alors, le scanner est 48 bits, c'est-à-dire qu'il capture des milliards de nuances, 32 000 nuances par canal. OK. Quand on multiplie 32 000 par 32 000 par 32 000, on obtient beaucoup de nuances possibles. Donc, ce n'est pas un scanner 24 bits comme on avait dans les années 80-90, qui capturait 16 millions de nuances. 256 par canal. 256 fois 256 fois 256 nous fait 16 millions. Ici, on est en 32 000 nuances par canal, donc en milliards de couleurs. Ça, c'est 48 bits, donc c'est le scanner. Si on le règle en 48 vers 24, ça veut dire qu'en sortie, il va faire une image 16 millions de couleurs. Ce qu'on appelle une image 8 bits par canal, ou une image 24 bits. 3 x 8, 24. Alors, c'est pas génial de faire ça, sauf si on est très pressé de générer beaucoup d'images et de les utiliser rapidement. Mais si votre idée est de retoucher dans Photoshop, vous avez intérêt à passer à ceci. Vous scannez en 48 bits et vous produisez un fichier 48 bits. Votre image dans Photoshop, elle aura 16 bits par canal, donc 32 000 nuances par canal au lieu de 256. Est-ce que vous suivez le raisonnement ? Vous avez la même chose pour quand on scanne en niveau de gris. Le scanner est 16 bits pour le niveau de gris. Il va générer une image 8 bits niveau de gris dans ce cas-là, mais j'ai intérêt à scanner en 16 bits et produire un fichier 16 bits. Du niveau de gris à 32 000 nuances. Pour retoucher après, ce sera mieux. Bon. Le niveau de gris, vous pouvez aussi, si vous avez un original gris, vous pouvez aussi le scanner en couleur, c'est pas un problème. Hein. OK. Et alors, on a les options HDR 48 bits et 16 bits pour produire un fichier haute résolution
avec plus de nuances encore dedans, capturées. Bon, ben déjà, ça répond à une question, on avait déjà répondu un peu tout à l'heure, hein, mais déjà, là, tu sais que pourquoi il était marqué 16 vers 8. Alors, il y a aussi 16 vers 1, c'est pour créer une image, un fichier qui ne contient que des pixels noirs ou blancs. Donc, typiquement, quand on scanne du texte, par exemple, des dessins, et on veut automatiquement que ça se contraste. Mais franchement, on va pas faire ça, hein. On va plutôt scanner en, en gris ou en couleur et faire un traitement dans Photoshop. Il y aura plus de contrôle pour transformer pour nettoyer les dessins, les cartes et toutes choses comme ça. OK. Alors, dimension de l'image. Oui, vous avez la résolution, le DPI, le pixel par pouce. Bon. Actuellement, on est en 100% d'agrandissement. Le cadre qu'on voit ici en rouge fait 19 cm sur 26. Je peux le prendre, le réduire autour de ma charte ici, en imaginant que ce soit une photo. Voilà. 18 sur 13 cm. Voilà, donc c'est ce qu'on a en entrée ici, 18 sur 13 cm, et c'est le taux d'agrandissement ici, 200%, ça va me doubler les dimensions, évidemment, 50, ça va me les diminuer par 2. Bon. Ouais, du coup, c'est les Shinkai 300 dp. Mais en dessous, il y a la résolution. Pourquoi c'est différent? On ne peut pas rester sur 300 dp. Bon, c'est logique, hein. Si je pars d'un original et que c'est réglé en 300 pixels par pouce, je dis que je veux, sur une distance d'1 pouce, capturer 300 pixels. Mais je dis que ici, je réduis au final la dimension par 2. Ça passe à 150. OK? Oui, on ne sait pas descendre en dessous. Non, on ne sait pas descendre en dessous des 100 pixels par pouce, apparemment. Voilà. Si je double les dimensions, on passe en 600 pixels par pouce. Bon. En fait, on peut rester en 100% et aller choisir ce qu'on veut ici. Puis après, dans Photoshop, on va travailler. On va faire ce qu'on va faire tout à l'heure. On va faire quelques petits essais pour bien comprendre comment ça fonctionne. Quelle est la résolution optique du scanner? C'est ça la question qu'il faut se poser. Résolution optique, quelle est la précision maximale du capteur de ce scanner? Bon, ben ça, pour le savoir, il faut aller faire un petit tour sur le web et aller se renseigner. Spécification. 4800. Donc ça, c'est la résolution optique du scanner. OK, tiens, il peut même aller jusqu'à 9600 dans un des deux sens, avec un système de micro-pas. Oui. Ça, c'est par interpolation du logiciel de pilotage, donc ça sert à rien. C'est comme quand on multiplie les pixels dans Photoshop, en fait, hein, aller jusqu'à 12800. Ça n'a pas d'intérêt, donc c'est pour ça que je suis allé me renseigner sur la résolution optique du scanner, et pour savoir quel est le maximum de DPI que ça vaut la peine d'aller mettre, en fait, hein. Et évidemment, si vous scannez du 35 mm, ça vaut la peine de monter jusqu'à 4800 pour avoir le maximum de ce que votre scanner peut faire. Voyons un peu, 4800 pixels par pouce avec une entrée qui aurait donc 24 mm. 24 mm. On va mettre en millimètres ici. 24 sur 36. Ah oui, donc 24 mm sur 36. Bon, c'est pas vraiment la zone de l'image sur le film, mais bon, ça correspond à peu près. 24 mm sur 36 avec la résolution optique maximale du scanner vous fait quand même un fichier de 185 mégas en 48 bits. Par contre, si vous demandez de le transformer en 24 bits,
C'est la moitié. Évidemment, il y a moitié moins d'informations dans le fichier. On passe à 92. D'accord? Logique, hein? Là, il va générer vraiment un fichier avec 16 bits par couche. Ça veut dire que chaque pixel dans chacune des couches est défini par 16 interrupteurs informatiques. C'est ça qu'on appelle les bits, hein? C'est des binary digits, ce sont des interrupteurs informatiques. Chaque pixel dans chacune des couches est défini par 16 interrupteurs informatiques quand on scanne en 48 bits. Fichier 2 fois plus gros que quand on scanne en 24 bits. N'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de questions stupides, hein. Bon, donc ici, je vais remettre le cadre grand comme ça. Techniquement, je peux scanner cet opaque avec 4800 pixels par pouce, mais ça me fait quand même un fichier de 4 Go 88. C'est absolument inacceptable, ça va prendre trop de temps, et de toute façon, ça ne vaut pas la peine, il n'y a pas assez de détails sur l'original. Hein, c'est pas du microfilm que je scanne, c'est pas un truc super détaillé, hein, c'est un papier photo, donc j'ai pas envie de voir la forme du grain vraiment dans tous ces détails, hein. On est d'accord, hein. Donc voilà, calmos sur le DPI. Alors, il faut trouver un bon compromis, quoi. Il faut le savoir, hein, la limitation, quand vous scannez un opaque comme ça, une photo, c'est au niveau de la photo elle est la limitation, surtout. C'est là que la perte de détail se trouve, en fait. Ok, je vais faire en 600 pixels par pouce, ce qui me fait quand même un fichier de 86 mégas, c'est pas mal. Alors, au niveau du densitomètre, c'est ce qu'on appelle le point blanc et point noir. Vous allez pouvoir indiquer, faire des corrections couleurs, en fait. Ok, je vais directement passer ici au-dessus, en fait, hein. Alors, la correction couleur auto, voilà. Dès que je clique là-dessus, il y a des boules rouges qui arrivent là-dessus pour indiquer que ça a été modifié de manière automatique, les réglages, en fait, hein. Donc, le fait d'activer la correction automatique va modifier les réglages. Je vais aller voir au niveau de l'histogramme. Oui, il m'a raboté, en fait, il m'a recadré, en fait, l'histogramme. Il a modifié ce qu'on appelle la dynamique de l'image pour que l'image ait plus de pêche. Les informations de l'image qui sont montrées ici, les quantités de pixels occupent vraiment plus de possibilités. Et ça, on va faire un test avec des images. Mais ça, vous connaissez déjà, hein, vous avez des images un peu fadasses, vous recadrez l'histogramme et ça donne de la pêche à l'image, en fait, hein. On a le réglage suivant, les courbes. Là, il n'y a rien fait, en fait. Vous connaissez les courbes dans Photoshop, ben, c'est le même principe ici. Attaque globale sur les courbes ici, ou sur chacune des couches, vous pouvez aussi aller modifier la quantité de lumière rouge, verte et bleue, mais ça, c'est comme dans Photoshop, hein. Honnêtement, les réglages couleurs au moment où on scanne, c'est pas quelque chose qu'on va faire souvent, surtout si on scanne en 48 bits, puisque le but est justement de récupérer un maximum d'informations pour faire la correction couleur dans Photoshop. OK? Donc, je vais remettre les courbes à 0. Donc ça, c'était remise à 0 de l'histogramme, remise à 0 des courbes ici, voilà. De toutes les courbes. Voilà. OK, les boules rouges ont disparu, hein, des icônes, ça veut dire qu'il n'y a aucune correction couleur qui a été enclenchée. Alors, correction couleur globale. Une autre manière donc de corriger les couleurs, plus intuitive. Je remets à 0. Correction couleur sélective, on va pouvoir cibler une couleur en particulier. Plus vert si je tire au départ de là. Et si je tire au départ de là, moins vert. OK? Moins vert ou plus vert. Et on a la correction automatique.
mais je vais remettre à 0. Oh. Bon, que dire de plus? Ah oui, il y a tout ça ici, hein, des choses qui sont en plus. Vous avez le USM. Alors, USM, c'est l'accentuation des détails. Par masque flou. Bon, on en a déjà parlé peut-être, le système du négatif flou et inversé? Non? Bon, c'est un vieux système de labo photo pour donner de la netteté dans les photos, en fait. Je vous explique après, vous pourriez même tester, et ça pourrait être amusant de réessayer cette vieille technique de l'accentuation par masque flou. Dans les meilleurs logiciels de pilotage de scanner, on peut se servir d'une des couches comme masque, en fait. Et là, visiblement, je ne vois pas possibilité de choisir une des couches, rouge, vert ou bleu. C'est en fait comme dans Photoshop. On a l'intensité, le rayon et le seuil. Je vous explique ça après dans Photoshop. Bon, franchement, il faut pas faire ça au moment où on scanne. Il vaut mieux faire des scans bruts. N'utilisez pas le logiciel de pilotage du scanner pour corriger les photos. Faites des scans bruts et faites les corrections après dans Photoshop. Parce que, par exemple, si je mettais une accentuation de détail au moment où je scanne ici, pour retirer l'accentuation de détail, pour revenir à quelque chose d'un peu moins dur, un peu plus flou, eh bien, ça va être très difficile. Tandis que dans Photoshop, vous pourrez mettre ça sur ce qu'on appelle un objet dynamique. Le filtre va apparaître dans la palette des calques. Vous pourrez à tout moment le supprimer, même complètement, ou le modifier. Ce sera beaucoup plus souple au niveau de l'accentuation des détails. OK. Suppression des poussières, le SRD. Là aussi, c'est un système que vous allez pouvoir utiliser dans Photoshop. Il va détecter les poussières en fonction de leur dimension, mais il va supprimer aussi des détails fins dans l'image. Donc, ne faites pas ça. Alors, avec certains scanners, vous aurez SRD et qui vous permettra de faire un passage infrarouge et donc de repérer les poussières par un passage infrarouge, en fait. En plus du passage rouge, vert et bleu pour capturer les couleurs de l'original, il y aura un passage infrarouge. Je vous en ai parlé et il faut que le scanner permette de faire ça, en fait. Hein. Bon, optimisation du contraste. OK, détramer. Ça, c'est important de le faire au moment où on scanne, par contre. Le détramage. Donc ça, c'est uniquement quand vous scannez des originaux qui ont été imprimés avec une trame régulière. Au moment où vous scannez, il faut détramer, sinon ça fait des moirés. Évidemment, mon original ici n'est pas un original imprimé, mais alors. D'abord, trame en anglais, c'est screen. Tout le monde voit ce qu'est une trame. Donc, on imprime avec 4 trames inclinées à des angles différents et ça forme des espèces de rosettes. C'est ce que vous voyez sur les magazines quand vous regardez de près. Des espèces de rosaces comme ça, de rosettes. On est d'accord? OK. Et donc, c'est un réseau régulier de points qui est sur le papier. Le capteur est également un réseau régulier pour capturer la lumière. Hein, les photosites du capteur du scanner sont disposés de manière régulière. Et donc, quand 2 réseaux réguliers se rencontrent, il y a moirage. Vous connaissez les moirés, le moirage? Ça vous dit quelque chose? Donc, c'est des interférences visuelles quand 2 réseaux réguliers se superposent. Voilà. Ici, on a 2 réseaux réguliers de lignes qui s'entrecroisent et ça crée des dessins, des moirés. Voilà un autre exemple dans Wikipédia. D'ailleurs, en animation, ils vous font pivoter les lignes parallèles vertes et on voit que ça crée des dessins quand ça s'entrecroise avec les lignes parallèles rouges de derrière. C'est des moirés. Et donc, quand on scanne un
un original imprimé, si on ne détrame pas au moment où on scanne, vous allez voir apparaître des lignes sur la numérisation. Ça a effet optique, en fait. Oui, c'est pas une illusion d'optique, ça existe réellement. Hein. C'est réellement le fait que quand tu croises deux réseaux, ça crée des interférences, en fait. Des interférences visuelles. Dans ce cas-là, c'est des lignes qui apparaissent. Bon. OK, donc détramage absolument au moment où on scanne. Oui, là, il y a même l'option pour faire en sorte que le texte sur l'original reste net, en fait. Hein. Voilà. Donc, parce que le texte, OK, quand on scanne une page, on n'a pas envie que le texte devienne flou, parce qu'en fait, ça va rendre flou. Hein, ça va rendre flou l'image. Hein. OK. Il va falloir indiquer, pour que ça fonctionne bien, la linéature, LPP, c'est-à-dire le nombre de lignes de trame qu'on a sur une distance d'1 pouce. Typiquement, pour les magazines, ce sera 150 lignes par pouce. Reproduction artistique, on est au-delà de la qualité des magazines, 175 lignes par pouce. Oui, le magazine ici, ils ont marqué 133, oui. Journal, 85 lignes par pouce. Hein. Donc forcément, plus le papier est de moins bonne qualité, si le papier n'est pas de bonne qualité, on ne sait pas faire des lignes très fines de trame. On est obligé de faire de la grosse trame, des points qui sont espacés assez forts. Et donc, pour que le logiciel ici de détramage du scanner fonctionne bien, il faut lui indiquer quel est le type de trame sur le papier. OK. Bon. Degré de flou que ça va amener. OK. Alors, il s'agit ici certainement d'un traitement logiciel qui est fait sur l'image. C'est la première manière de détramer. Deuxième manière de détramer, c'est de scanner à une très haute résolution. 1800 pixels par pouce, 2400, 3600. Et dans Photoshop, vous faites le détramage simplement en réduisant la taille de l'image. Donc, le fait de scanner très précisément, vous capturez vraiment le détail de tous les points de trame qui sont sur le papier. Et dans Photoshop, quand vous réduisez, ça va faire la moyenne. Sauf que le problème, c'est que ça fait des fichiers géants, ça va vous prendre énormément de temps pour scanner. Vous avez intérêt à faire ça sur une deuxième machine pendant que vous travaillez à autre chose sur une machine principale. Donc cette manière-là fonctionne, de scanner en très haute résolution et de réduire dans Photoshop, mais ça prend du temps. Et alors, il y a une troisième manière, c'est de jouer sur certains scanners qui ont une mise au point. En fait, il y a possibilité de faire une mise au point quand on scanne notamment du bas-relief, hein, des originaux qui ont du relief. On peut faire une espèce de petite mise au point pour que la mise au point ne soit pas sur la surface de la vitre vraiment. Et donc, ça va rendre flou, mais il faut que le scanner permette cette option-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. OK. Alors, la configuration qu'on rencontre la plus souvent, c'est celle qui est en haut à gauche. C'est les angles de trame pour chacune des 4 encres de la quadrichromie. C'est ça qu'on va rencontrer. Typiquement, le jaune sera à 0 degré, donc des lignes horizontales de points, et le noir à 45 degrés. Pourquoi? Parce que l'angle de trame que l'œil humain repère le moins, en fait, pour lequel il détecte le moins la présence, c'est 45 degrés. Et l'angle de trame que l'œil humain repère le mieux, c'est 0 degré. Donc, c'est-à-dire les points, quand ils sont mis en horizontal, l'œil humain est très fort pour les voir. Quand ils sont mis à 45 degrés, l'œil humain n'est pas très fort pour les voir. Et donc, on attribue à l'encre la plus contrastante l'angle de trame qui va minimiser les dégâts, c'est-à-dire 45 degrés. C'est pour cet angle-là que l'œil humain est peu performant pour repérer les points. Quand ils sont mis à 45 degrés, vous voyez la logique? Et on met à l'encre la moins contrastante, le jaune, l'angle de trame pour lequel l'œil humain est le plus performant pour détecter les points.
puisque de toute façon, jaune sur blanc, c'est peu contrastant, ça ne pose pas de problème. OK, ça marche? Donc, l'encre, le canal noir en offset ce sera un angle de trame à 45 degrés, très souvent. OK. Quatrième astuce, quand vous scannez un original qui est déjà imprimé, bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Et peut-être moins dans votre cas que chez des infographistes, chez des graphistes. Moins chez les photographes que chez les graphistes, il y a moins de chances d'arriver, mais on ne sait jamais. Il y a encore une quatrième astuce qui consiste à tourner l'original, l'orienter sur la vitre du scanner de manière à trouver l'angle idéal pour capturer l'original. Donc, il est possible que certaines orientations de l'original tramé sur la vitre minimisent les dégâts et d'autres créent des dégâts. C'est encore une astuce assez connue qui vient du temps où les scanners avaient une résolution de scan assez faible. Dans les années 90, les scanners de graphistes, c'était résolution maximale 300 pixels par pouce. Ah oui, c'était misérable. Ah oui, ça coûtait la peau du derrière. Donc là aussi, les technologies ont énormément évolué et les coûts ont diminué. Bon, voilà, pour le détramage. Donc sachez-le, si vous scannez un document déjà imprimé en offset avec de la trame, donc vous allez devoir passer par là. Ceci dit, ça ne veut pas dire charrette, hein, parce qu'il y a de la trame aléatoire. En offset, on peut utiliser ce qu'on appelle une trame stochastique. Vous avez déjà entendu parler du mot stochastique? C'est un nom qui veut dire aléatoire, imprévisible. Et donc, c'est une trame particulière qui... ben voilà, on a une bonne comparaison entre une trame régulière, là, et une trame stochastique en bas. Donc, quand on regarde ça de loin, ça donne des échelles de gris semblables. Mais de près, évidemment, la trame n'est pas la même. OK. Je me suis perdu. Et donc, en offset, c'est possible. Trame stochastique aléatoire ici, trame régulière là. Oui, ce qu'on appelle la trame de demi-teinte. Oui. Alors, peu d'imprimeurs vont vous proposer la trame stochastique. Elle a tendance à rendre floues les photos par rapport à la trame traditionnelle, conventionnelle demi-teinte qu'on a ici. Elle est connue pour être vraiment... Elle est recommandée quand on veut imprimer notamment des tissus. Enfin, je veux dire, quand vous voulez montrer dans des photos des tissus, c'est des choses très fines, avec beaucoup de nuances. La trame stochastique peut être vraiment intéressante. Mais il y a très peu d'imprimeurs qui vont vous la proposer parce que c'est compliqué d'imprimer des documents en trame stochastique. Quand vous imprimez en jet d'encre, c'est du stochastique d'office. Les points sont disposés de manière aléatoire. Mais là, on parle d'impression offset chez l'imprimeur. La plupart du temps, vous aurez donc une trame régulière, comme on voit ici. Donc, des lignes, c'est un détail. OK? Bah. Et donc, si vous avez affaire à une trame stochastique, le détramage ne sera pas nécessaire au moment où vous scannez. Il ne faudra pas utiliser le système de détramage. Il ne faudra pas nécessairement scanner en très haute résolution pour réduire dans Photoshop. Parce qu'il n'y aura pas de moirés qui vont apparaître. Il n'y a pas de réseau régulier. Ce n'est pas un réseau régulier qui se superpose à un autre. Je veux dire, les capteurs du scanner d'un côté, la trame de l'autre. Non, c'est stochastique, c'est aléatoire.
OK. Alors, vous savez pourquoi on appelle ça une trame de demi-teinte? Alors, en procédé offset, on en a parlé, hein, la lithographie, l'offset, soit l'encre, elle est sur le papier, soit elle n'y est pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Eh bien, le rôle de la trame, c'est justement de créer ce qui se trouve entre le noir et le blanc, les demi-teintes. Ouais, donc du gris, quoi. Ben oui. Mais on respecte la règle de l'offset qui dit qu'il ne peut pas y avoir à moitié de l'encre sur le papier. Soit elle y est totalement, soit elle n'y est pas. Sauf que, bon, ce sont des points minuscules, quoi, des points d'encre à 100% minuscules. C'est une trame de demi-teinte. C'est pour créer les gris. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une trame de demi-teinte. C'est une trame dont le but est de créer ce qui se trouve entre le noir et le blanc. OK. Étalonnage IT8. Donc, on l'a fait tout à l'heure dans ViewScan. Ici, on ne pourra pas le faire dans la version démo, mais Silverfast permet. Il livre d'ailleurs la version studio avec une charte IT8. Donc, Job Manager, voilà, quand on a fait plusieurs cadres sur le plan de travail, on va pouvoir les supprimer à cet endroit-là avec le Job Manager. Et plus en on peut des enregistrements en fil spécifique. Et puis, Ah, mais chaque cadre peut avoir un réglage différent, oui. Et alors, on peut mettre plein d'originaux sur la vitre et les scanner. Faire ce qu'on appelle du batch, du traitement par l'eau. Scanner. Donc, on règle, on met tous les originaux, on règle tous les cadres, et puis on lance ça, et puis ça peut prendre quelques dizaines de minutes, et ça travaille tout seul. Et on peut même déplacer, normalement, que je vois un peu, tiens, normalement, dans certains logiciels, on peut déplacer une fois que c'est fait. Ça, c'est le bouton lecture pour lancer le batch, en fait, hein, pour lancer le scan de tous les cadres, en fait. OK. Bon, ben pourquoi pas, dans certains cas, ça peut être intéressant, si vous avez plein de petites photos à scanner, ça peut être une solution. Bon, ceci dit, dans Photoshop, je vous l'ai déjà dit, vous pouvez scanner l'entièreté de la surface, mettre toutes vos petites photos, et Photoshop a une fonctionnalité qui permet de tout séparer en petites images, en fait. Hein. Donc, fichier, automatisation, rogner et désincliner les photos. Voilà, vous avez donc mis plein de photos sur la vitre du scanner et vous avez obtenu une image qui, voilà, vous avez scanné l'entièreté. Menu fichier, automatisation, rogner et désincliner les photos. Voilà, c'est fait. D'accord? Il vous a créé 3 images avec les photos remises droite et extraites du grand plan original. Alors, ça, c'est quoi? Eh oui, ça, c'est pour imprimer. Imprimer avec un profil d'imprimante. Pour que les couleurs soient bonnes sur le papier, évidemment, il faut indiquer quel type de papier on utilise, donc le profil de l'imprimante. Ah oui, et puis il y avait un truc qui aussi, c'était scanner en CMJN, qui est un truc assez particulier dans Silverfast, parce qu'on a l'impression, quand on regarde ça, qu'on ne sait scanner qu'en RVB, en fait. RVB au niveau de gris. Mais où est le scan CMJN? C'est quand même bizarre, un logiciel de pilotage de scanner qui ne permet pas de scanner en CMJN. Et en fait, il y a une astuce
dans les préférences CMS, il faut dire qu'en sortie, on ne veut pas du RGB, mais on veut du Color Sync. Mais Color Sync, ça ne veut rien dire, c'est le système de gestion des couleurs. Donc, il faut préciser quelle est la sortie qu'on veut. Si dans sortie imprimante ici, j'indique un profil CMJN, ça va me faire une image CMJN. Voilà. Euroscale Coated, par exemple. Je rescanne. OK. J'ouvre avec Photoshop. Et voilà, j'ai une image pour de l'Euroscale Coated. C'est du CMJN pour Euroscale Coated.